Chloé, je vais commencer par vous en tant qu'agence, puisque Hercule fait partie du groupe Havas. Qu'est-ce qu'on conseille à une marque qui veut prendre la parole quand elle vient vous voir? Alors, bonjour. Déjà, on lui demande si elle a une histoire à raconter. Et une histoire qui intéresse des gens qui ne sont pas elle, ou que ses salariés. Donc en gros, je pense que le point de départ, c'est ça. Tout à l'heure, Nawal et Pénélope parlaient de quel est votre objectif. Donc on va déjà s'assurer des intentions de cette marque, de ce qu'elle veut faire, et de la pertinence de son message, et puis de voir si ça peut rentrer en résonance avec les attentes d'un public potentiel. Alors Katia Sanero, Louis Média, c'est un studio, mais c'est aussi devenu évidemment une agence Louis Créative qui produit des contenus audio pour des marques. Première question, une réalisation qui vous rend fier, particulièrement une préférence dans les derniers mois, dernières années, qui traduit peut-être ce que vous êtes et ce qu'attend le marché? Des réalisations, que choisir? C'est un peu comme choisir entre ses enfants. En 2021, on a fait à peu près une trentaine de productions pour des partenaires, que ce soit des marques, des institutions, des plateformes. Je vais peut-être citer la toute dernière, la petite dernière, qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est vraiment un podcast qui est dans cette ère du temps, cette fameuse relance post-Covid. C'est le podcast qu'on a produit avec Isobar pour Flying Blue, et qui suit une jeune femme pendant son premier voyage, et c'est véritablement une redécouverte à voyager. C'est du podcast immersif tel qu'on l'imagine, et véritablement on a des frissons quand l'avion décolle, quand on s'émerveille avec elle dans ses premières découvertes. Et je pense que c'est un bon exemple de ce que peut faire le podcast, c'est-à-dire transmettre de l'émotion avec une rythmique, une innovation qui lui est propre. Donc for the very first time again. Raphaël, en tant qu'éditeur, avant de parler de vous en tant que régie plus précisément, comment est-ce qu'on se positionne dans ce nouvel environnement audio quand on est avec des acteurs qui sont pertinents à côté, qui poussent aussi le secteur? Nous, on s'est lancé assez tôt dans l'audio, pour un éditeur en tout cas. Ça fait déjà 3 ans que Prisma Audio s'est lancé. Aujourd'hui, sur la première année, on a à peu près 1 million d'écoutes de podcasts natifs. Aujourd'hui, on en a 15 millions. Donc on a vu vraiment l'essor de l'audio arriver et s'accélérer évidemment avec le Covid. Nous, aujourd'hui, en tant qu'éditeur, ce qu'on se rend compte, c'est toutes les spécificités qui sont liées à l'audio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, éditeurs, on a l'habitude d'avoir quasiment l'intégralité de nos audiences qui sont faites sur nos sites. Et on se rend compte qu'en fait, sur l'audio, on a 70% des écoutes, en ce qui nous concerne, qui sont faites sur les plateformes d'écoute, sur les enceintes connectées, etc. Donc évidemment, c'est un usage qui est différent, ça c'est spécificité, donc on s'est adapté, on continue de s'adapter, et on est convaincu en tout cas que l'audio va continuer à... Je parle assez fort dans le micro, Oui, bien sûr. Ça va continuer à croître dans les années à venir. Alors, on va rentrer dans le détail après de comment est-ce que vous faites dans la machine sous le capot. Chloé, pourquoi, selon vous, le podcast, parfois, ce n'est pas la meilleure solution? Alors, ça peut ne pas être la meilleure solution parce que les gens qu'on cherche à atteindre n'écoutent pas de podcast. Ça ne t'a pas échappé. On fait une étude tous les ans avec l'Institut CSA sur qui sont les auditeurs de podcasts natifs. Si j'ai envie de parler à des plus de 60 ans, c'est un peu plus compliqué. Alors après, on peut se dire, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Peut-être qu'il n'existe pas encore de bons contenus, peut-être aussi de bons moyens de diffusion pour toucher ces cibles-là. Mais voilà, ça peut être une des raisons. Une autre raison pour laquelle ça peut ne pas être une bonne solution, c'est si j'ai envie de toucher un public très très large. Parce qu'on sait qu'il y a encore aujourd'hui plus de gens qui regardent la télé, par exemple, qui écoutent du podcast. On n'est pas encore à 100% des Français qui écoutent du podcast. Donc si j'ai des objectifs aussi peut-être commerciaux très forts, ça peut être compliqué. Et puis peut-être un des points les plus importants, ça peut ne pas être une bonne idée si je suis pas prêt à adopter les codes du podcast et à me défaire un peu de mon vernis marketing, de mes éléments de langage, et que je suis pas prêt à lâcher prise. Voilà. Une question qu'on n'a pas encore traitée dans cette matinée, c'est cette idée que le podcast, en tout cas le contenu audio, on dit que ça permet de créer une communauté plus facilement.
la voix permet ça, peut-être l'intimité, je ne sais pas. Comment est-ce que vous voyez ça, Chloé, et puis ensuite Katia? Je ne sais pas si c'est que la voix, parce que des communautés on en crée aussi sur YouTube, par exemple. Après, c'est vrai que le format podcast avec le flux RSS fait que je peux m'abonner, et puis à des échéances régulières, je vais être soumis à un nouveau contenu. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit effet no bullshit sur le podcast, voilà, où on a une perception, et puis souvent de plus d'authenticité, de plus d'intimité, qui permet peut-être de créer cette confiance un peu plus facilement avec d'autres médias. Oui, juste pour compléter ce que tu viens de dire, c'est vrai que la particularité du podcast, moi je n'utiliserai pas tant le terme communauté, mais plutôt de proximité, parce qu'une des particularités du podcast, c'est vraiment de savoir d'où on parle. Je dirais qu'à la différence de grands médias traditionnels qui ont une voix et qui s'adressent à des très grands publics, le podcast, c'est une multitude de podcasteurs, de studios qui vont être sur des positionnements beaucoup plus précis, anglais. Et une des spécificités, on l'a bien vu ces dernières années, ça va être l'incarnation. La personne qui porte le podcast, elle prend part au podcast, y compris dans le podcast de marque. Elle crée le lien entre la marque et l'auditeur. Et il y a l'utilisation du jeu directement dans le creux de l'oreille de l'auditeur qui est assez importante. Et je pense que ça participe à ce no bullshit et qui est vraiment un gage de confiance dans cette production de podcast de marque. On sait d'où on parle, on sait avec quel prisme. Et pour s'adresser à cette nouvelle génération, justement, qui est très au fait des problématiques qu'on peut avoir dans les médias de sourcing, qui sont aussi parfois dans cette perte de confiance-là. Je trouve que c'est ce qui crée ce gage-là de confiance, de proximité et donc d'adhésion au podcast. Après, je ne suis pas sûre que tous les podcasts soient destinés à créer des communautés sur le long terme. Ça peut être aussi des one-shots. Là, je fais un documentaire sur un sujet en particulier. Par exemple, on a fait un podcast pour Canal, le groupe Canal, pour raconter les métiers du groupe. On est assez lucide sur le fait que les gens ne vont pas écouter tous les épisodes. Ils vont attendre tous les mois le nouvel épisode pour savoir quel est le nouveau métier à découvrir. Par contre, c'est quand même un bon média pour raconter les choses un peu différemment. Et là, en l'occurrence, pour avoir des témoignages de salariés qui soient un peu décomplexés, la vidéo d'entreprise. C'est vrai que c'est pas mal. Raphaël, chez Prisma, vous avez quand même un important inventaire audio maintenant depuis le temps. Comment vous le faites vivre? Quelles sont les meilleures recettes de leur monétisation? Et après, on parlera du programmatique. Disons que déjà la bonne nouvelle, c'est qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus d'annonceurs et d'agences qui viennent nous solliciter pour diffuser leurs campagnes sur nos podcasts. Donc c'est important évidemment qu'il y ait un intérêt pour les marques de venir le faire, mais je pense qu'on en a assez déjà parlé ce matin. En tout cas, nous, le fonctionnement qu'on a chez Prisma, c'est on fait cohabiter 3 modèles de rémunération qui sont assez complémentaires les uns des autres. Historiquement, on a commencé par du brand content et du sponsoring. L'avantage de ces 2 modèles, c'est qu'en termes de CPM, de rémunération, on va très vite dépasser les 60 €. Donc évidemment, pour un éditeur, c'est très rentable et rémunérateur de savoir qu'on est sur des budgets assez importants. Et récemment, c'est ouvert au programmatique aussi. On va en parler après, mais voilà, depuis cet été, on est ouvert au programmatique et on s'est rendu compte que cette activité, elle est néanmoins moins rentable, c'est sûr, mais elle est tout autant, dans le sens où les CPM sont peut-être plus faibles, mais plus importants que ce qu'on a sur d'autres médias. Et aujourd'hui, ça représente déjà 30% de notre chiffre d'affaires audio. Voilà, donc c'est une activité qui va, je pense, croître et petit à petit rattraper le reste. Mais voilà, aujourd'hui, on a ces 3 modèles de rémunération. Donc pour l'instant, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut faire du programmatique, donc du volume en podcast, là, en 2021. Alors, tout est relatif, évidemment. Il faut avoir du volume. Ce n'est pas le cas de tous les éditeurs aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, ce n'est pas d'aller chercher des budgets, mais c'est d'avoir de l'audience sur l'audio. Donc, allons chercher de l'audience. Et après, en effet, les budgets et les annonceurs qui sont intéressés pour diffuser sur des podcasts natifs, par contre, là, il y en a. Voilà. Faisons les choses dans l'ordre, mais en tout cas, en termes de programmatique, si on a assez de volume, oui, c'est intéressant de se déployer dessus. Katia, Chloé, un plan média autour d'un podcast, c'est obligatoire? Oui.
Oui, on ne peut pas lancer ce produit comme ça, il faut l'accompagner forcément. Ce qui est obligatoire, c'est de dire que ça existe déjà. Oui. Parce que j'ai eu beaucoup de clients qui me disent on est sur Spotify, on est sur Apple, donc c'est bon, on va être écouté. Mais non, et puis pour dire que ça existe, on sait que le podcast, c'est un média qui se diffuse via la recommandation, via le bouche à oreille. Moi, j'ai tendance à dire que ça se diffuse par cercle concentrique, donc en parler aux gens les plus proches de vous, et puis ensuite activer les bons canaux pour le faire connaître à un public plus large. C'est essentiel si l'objectif du podcast, on parle d'objectif mais c'est la base, si l'objectif du podcast c'est d'être diffusé partout et de toucher le plus grand nombre. Si c'est pour de l'interne, évidemment c'est d'autres sujets. Mais nous c'est une des principales raisons pour laquelle les marques viennent nous voir, c'est qu'on a, je dirais, ce savoir-faire pour faire de l'audience sur nos podcasts Louis Média, dont on se sert pour médiatiser les podcasts de nos partenaires pour qui on produit. Et on a cette connaissance-là de l'audience qu'on touche sur nos programmes en propre chez Louis Média. C'est 10 podcasts, entre 600 000 et 1 million d'auditeurs et d'auditrices par mois, principalement des jeunes femmes CSP+. Et effectivement, le plan média, il est essentiel. Souvent, on nous demande combien. Alors, j'ai envie de dire, tout est possible, mais je dirais qu'à moins de... faut que un tiers à la moitié du budget doit être pour un plan média si le but c'est qu'on l'entende. Les Américains, ils font du 1 pour 1, voire du 2 pour 1 en termes d'investissement média par rapport au budget de production. Donc plus le marché aussi va être important, plus il faudra investir, mais aussi plus le marché se développe, plus on a des outils pour promouvoir ces podcasts de marque. L'audio, tout audio, via nos podcasts par exemple ou d'autres podcasts, c'est évidemment, je trouve, un fil rouge et un élément de notoriété qui est très structurant, mais il existe plein d'autres mécaniques. On monte pas mal de partenariats aussi avec d'autres médias. On a même fait, on en parlait tout à l'heure de la radio, mais on a fait du podcast to radio et non de la radio to podcast. Voilà, il y a des sites aussi médias qui peuvent être des bons relais, mais en tout cas, voilà, on pense le podcast et le podcast natif comme étant le cœur d'un dispositif, et après il a une multitude de touchpoints possibles. C'est bien de le rappeler, s'il y en a qui veulent se lancer dans un podcast, qu'il y a tout quand même un écosystème derrière à prendre en compte pour que ça marche. Tu disais 1 sur 1, mais je crois que sur la publicité classique, on dit c'est 1 tiers de production, 2 tiers de médias. Donc on n'y est pas encore, ça n'existe jamais dans le podcast. Je crois que ça n'est jamais arrivé, peut-être un jour. Peut-être, effectivement. Pour finir sur Raphaël, effectivement, et d'ailleurs Katia et Chloé vous répondez également, il ne faut pas effrayer les auditeurs, on en a parlé un petit peu avec Nicolas Thorin d'Audion. Comment est-ce qu'on gère la bonne pression publicitaire, sachant que là, actuellement, on commence à voir des contenus qui sont pré-rollés, mid-rollés plusieurs fois, fin-rollés, bien enroulés. Tu as raison, c'est une vraie question, un vrai sujet. Il faut faire très attention aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, on a plus une problématique d'audience. En tout cas, on cherche à avoir de plus en plus d'audience, mais c'est vraiment le cœur de la difficulté, elle est là. C'est pas forcément d'aller chercher des annonceurs. Donc nous, ce qu'on a décidé en tout cas chez Prisma, alors je sors un peu de la partie sponsoring, brand content, parce que je pense que la pression pub, elle est totalement différente sur ce média-là, dans le sens où on va faire ce qu'on appelle du host read. Il y a une intégration et voilà, c'est bien moins intrusif en tout cas que du programmatique. Mais nous, sur le programmatique, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est que on ne met pas de spots publicitaires qui sont supérieurs à 30 secondes, parce qu'on a des contenus qui sont assez courts. C'est pour avoir un podcast de 3, 4, 5 minutes et une pub de 1 minute avant, ça n'a pas de sens. 2, on fait en sorte de ne mettre que du pré-roll. On n'a pas pour l'instant vocation à mettre du mid-roll ou du post-roll. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est un peu plus ancré dans les mœurs, la publicité. En France, il faut faire vraiment attention, on n'en met pas. Et 3e point, on active le programmatique que lorsqu'il y a un seuil d'audience qui est minimum, qui est généré. On ne va pas activer tout de suite le programmatique, parce qu'au début, on essaye de fidéliser une audience. Et donc forcément, ce serait tirer une balle dans le pied que d'activer tout de suite le programmatique sur des podcasts qui sont fraîchement sortis.
Alors, chez Louis Média, vous êtes un peu plus sur du format Host-Read, c'est-à-dire incarné par l'animateur, mais l'animateur peut tout aussi être harcelant et pénible. Alors, comment est-ce que vous voyez cette question ? Alors, nous, on a une spécificité puisqu'on est un média, et c'est une problématique de beaucoup de médias, c'est que c'est pas le podcasteur lui-même qui porte le message, mais c'est une voix de Louis Média qu'on a créée, qui est d'ailleurs dans la salle ce matin, puisqu'elle est incarnée par Nathalie Asson, qui est responsable du développement. Et donc, on a créé en fait une identité pour ces spots qui sont quasiment un programme à part entière, puisqu'elle a une façon de s'adresser à nos auditeurs, une façon d'entretenir cette confiance-là, en utilisant aussi beaucoup d'anecdotes de l'interne, des anecdotes des programmes, etc. Mais il y a cette confiance qui s'est mise en place, il y a cette écriture aussi qui est spécifique, il y a cette tonalité, on parlait d'identité sonore, c'est très important pour nous qu'il y ait une continuité de l'identité sonore entre la publicité et le programme, et qui nous permet de dire honnêtement ce qu'on pense de la marque. Donc le message est évidemment écrit sur mesure. Il y a cette confiance qui est très forte dans le message publicitaire, une vraie logique d'endorsement. C'est ce que montre l'étude d'Avas d'ailleurs dans les chiffres. Je pense que c'est le média où la publicité est le mieux acceptée aujourd'hui, et c'est important pour nous, éditeurs, de maintenir cette confiance-là pour maintenir aussi des CPM élevés et cette confiance, ce contrat d'écoute avec les auditeurs et les auditrices qui font cette spécificité. Super. Un dernier mot, Chloé ? Oui, sur l'étude, on voit qu'il y a une légère hausse de la saturation de la publicité perçue par les auditeurs de podcasts natifs. Maintenant, ils sont quand même très très nombreux à préférer un modèle pubé qu'un modèle payant, encore. Bon, ce sera la conclusion. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés nous voir ce matin.